Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode d'Ambition Rurale, un podcast qui explore les initiatives ambitieuses qui réinventent le monde rural. Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous et qui est d'autant plus problématique dans les zones rurales. Ce sujet, c'est le vieillissement. Aujourd'hui, deux modèles s'opposent. Celui du maintien à domicile, qui est souhaité par 83% des Français, et celui des EHPAD, qui est souvent perçu comme ultime recours lorsque la personne atteint un niveau de dépendance trop élevé. En zone rurale, la question du maintien à domicile est plus complexe. Les maisons et les jardins sont plus grands, l'entretien y est plus difficile, le personnel soignant y est plus rare, et compte en moyenne 2,7 médecins pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, nous rencontrons Clément Vénard, le cofondateur de Monsenior, une entreprise solidaire d'utilité sociale qui tente de réinventer le modèle. Son but ? Créer au cœur des territoires des maisons adaptées dans lesquelles les personnes âgées sont accueillies par des professionnels de santé et leurs familles. Bonne écoute. Bonjour Clément et merci d'avoir accepté ce petit échange entre nous. Alors je te propose dans un premier temps, en guise d'introduction, de parler un petit peu de toi, de qui tu es, et puis dans un second temps, de parler de Monsenior et de ce que tu fais au quotidien, de ton engagement. Avec plaisir, bonjour Corentin. Je suis donc Clément Vénard, l'un des cofondateurs de Monsenior. J'ai 31 ans, je suis papa de 2 petites filles de 3 ans et 1 an, mariées. Et j'ai cofondé Monsenior en 2019 avec l'objectif d'apporter un nouveau regard à un secteur qui a trait à l'accompagnement de personnes âgées en perte d'autonomie ou autonomes, et apporter des réponses également à une autre population, des personnes qui sont en situation de handicap. Avant de monter Monsenior, j'ai travaillé pendant 4 ans pour le compte d'un family office qui s'appelle Evolem. Ce qu'on appelle un family office, c'est une structure qui a pour objectif d'investir les ressources financières d'une personne physique ou d'une famille, en l'occurrence de Bruno Rousset, le fondateur d'April, une très belle réussite française dans le monde des assurances. Et mon métier pendant 4 ans était d'identifier des structures, entreprises de taille PME ou ETI et d'accompagner ces structures dans leur phase de croissance en France et à l'international. Tout au long de ces 4 années, j'ai pu développer un certain nombre d'expertises sectorielles. Cette expertise, elle m'a été offerte par un groupe lyonnais qui est aujourd'hui un groupe international qui s'appelle Nutrisens et qui évolue dans le secteur de la nutrition médicale pour personnes âgées. Tu as une fibre visiblement pour l'accompagnement des personnes âgées, ça fonde ton engagement. Tu as une idée un petit peu de ce qui t'a mené vers cet engagement-là ? Oui, bien sûr. Plusieurs choses en réalité. Et comme souvent dans ce secteur d'accompagnement de personnes âgées, ça commence par une histoire personnelle et familiale. Il faut savoir que mon grand-père paternel est président d'une très grosse association de maintien à domicile. Il a 150 salariés, il est président de cette association depuis maintenant 56 ans ou 57 ans, il est encore opérationnel malgré l'âge qui avance, il est très très investi sur cette thématique et le point de départ de nombreuses discussions qu'on pouvait avoir, lui et moi et puis d'autres petits-enfants, c'est que si l'EHPAD est une réponse que l'on peut apporter à la perte d'autonomie des personnes, elle ne peut pas être la seule solution. Et aujourd'hui, il y a un changement de paradigme qui nous invite à penser différemment l'accompagnement des personnes et à construire des solutions qui intègrent en fait une offre graduée, intermédiaire ou alternative entre le domicile des personnes et l'EHPAD, qui n'ont pas nécessairement une image très très bonne auprès des publics que nous accompagnons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cette image de je suis chez moi et après, quand je peux plus rester chez moi, je passe en EHPAD. Il y a une sorte de rupture qui est là, du moins dans l'imaginaire. Et toi, avec Monsenior, tu te places entre les deux, c'est ça ? C'est exactement ça. Cette rupture dans le parcours est très douloureuse. On demande à des personnes de faire un grand écart, de quitter le domicile dans lequel ils ont vécu les 20, 30, 40 dernières années de leur vie
et on les invite instamment à rejoindre un établissement médicalisé avec du personnel médical, perdre tous leurs repères, rejoindre des établissements tout blancs avec des longs couloirs. Ça peut paraître un petit peu caricatural, mais je suis sûr que tout le monde voit de quoi je veux parler. Et avec Monseigneur, on a l'objectif, c'est le cœur de la mission de Monseigneur, de faire émerger une solution novatrice qui permette en réalité de penser différemment l'accompagnement, moins sur le volet de la médicalisation, mais davantage sur le volet du lien social. Et si tu le permets, Corentin, c'est peut-être le bon moment de décrire un petit peu ce que l'on fait concrètement. Ouais, complètement. Donc chez Monseigneur, on travaille autour d'un dispositif qui s'appelle l'accueil familial, qui est un dispositif qui est réglementé par le Code de l'action sociale et des familles, et qui autorise un professionnel, qu'on appelle un accueillant familial, à accueillir au sein de son foyer, au sein de son domicile, dans sa maison, 3 personnes âgées ou en situation de handicap, des personnes qui peuvent être autonomes ou en perte d'autonomie, jusqu'à relativement avancées d'ailleurs. Et les missions de ce professionnel, c'est bien évidemment d'héberger, mais c'est d'accompagner au quotidien, c'est de proposer une animation du quotidien à travers des activités, stimuler, proposer un environnement qui va être chaleureux, c'est celui d'une maison avec une cuisine familiale, un jardin, souvent des animaux de compagnie. Pour une part très significative des accueillants familiaux, il y a encore les enfants dans le foyer. Souvent, ce sont des grands enfants de 12, 14, 15 ans. Donc des liens intergénérationnels qui sont très bénéfiques dans cette solution. Et comme je l'ai dit, ce professionnel vit schématiquement à l'étage de la maison avec sa famille. Et les 3 personnes accueillies sont accueillies en rez-de-chaussée et partagent certaines parties communes à la maison. Chez Monseigneur, on a 2 métiers. Le premier, c'est d'accompagner les professionnels vers le métier. Ce sont souvent des soignants en reconversion qui, après 5, 10, 15, 20 ans d'expérience professionnelle en établissement ou à domicile, souhaitent envisager différemment l'accompagnement de personnes, le faire au sein de leur foyer, à leur domicile, être revalorisé dans ces métiers du prendre soin à travers une qualité de vie, une qualité de travail, une rémunération plus attractive également, et puis surtout prendre le temps d'accompagner des personnes et de pouvoir les accompagner de manière individuelle. Donc on a un premier métier, c'est accompagner ces professionnels, de les épauler au quotidien dans l'exercice de leur métier, en leur présentant des familles, des bénéficiaires, personnes âgées qui vont correspondre au projet individuel de chacun, leur proposer des solutions de remplacement pour prendre des congés, de la formation, pour proposer une médiation et suivre le séjour dans la durée. Donc ça, c'est tout le premier métier, la première expertise que nous appelons une expertise de coordination sociale et qui est réalisée par une équipe de 10 personnes au sein de Monseigneur. La seconde expertise que l'on a développée dans un second temps, elle est née en fait d'un constat. Le constat que le domicile de l'accueillant familial n'est pas toujours suffisamment adapté à l'accompagnement de personnes fragilisées par l'âge ou le handicap, et que cette non-adaptation ou cette adaptation que partielle est un obstacle au quotidien. Et donc on a monté une équipe, là encore, de 10 personnes, exclusivement sur le volet immobilier, qui bâtit des maisons individuelles qui sont proposées à la location à des accueillants familiaux et qui sont réunies sur un même grand jardin par 3, ces 3 maisons formant des hameaux. Dans chacune de ces maisons, un accueillant familial y vit avec sa famille à l'étage. Et dans chacune de ces maisons, 3 personnes âgées ou en situation de handicap sont accueillies. Donc aujourd'hui, Monseigneur, c'est à la fois des hameaux adaptés finalement à la vie, à la fois en famille et avec des personnes âgées, et à la fois des gens qui accueillent des personnes âgées directement chez eux, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est la combinaison d'un habitat, d'une maison qui a été spécifiquement pensée pour le métier,
Et c'est fort de notre expérience de 4 années qu'on a pu bâtir ces maisons et les adapter sans que ce soit stigmatisant, que ça reste une vraie maison, chaleureuse, dans un environnement joyeux, pour que l'accueillant familial puisse s'y établir avec sa famille, avec ses enfants, encore une fois avec ses animaux de compagnie. Donc c'est un habitat, c'est le cœur battant de nos maisons, donc cet accueillant familial, ce professionnel qui est agréé, contrôlé par les départements et accompagné par Monseigneur. Et ce sont 3 personnes âgées, des personnes qui sont soit isolées, soit qui ont développé certaines angoisses liées à là encore l'isolement, l'éloignement géographique avec leur famille, ou alors qui ont vécu une difficulté dans leur parcours de vie. Ça peut être une chute et une hospitalisation. Cela peut être une pathologie qui s'est développée. Cela peut être tout simplement le constat d'un domicile qui est inadapté. Et justement, au niveau des personnes qui intègrent les maisons Monseigneur, globalement, c'est des personnes qui sont encore relativement indépendantes ou des personnes qui ont un rapport de dépendance assez élevé? C'est très variable en réalité, et là encore, ça dépend du projet de l'accueillant familial. L'accompagnement qui est proposé par nos coordinateurs sociaux au sein de Monseigneur se fait à l'échelle de chaque projet, de chaque accueillant familial. Donc c'est un travail cousu main, où on connaît dans les moindres détails l'environnement familial, l'expérience professionnelle et le projet de l'accueillant. Et au regard de tous ces éléments, on va adresser le projet de vie d'une personne âgée, de sa famille, qui sera susceptible de correspondre selon son besoin d'accompagnement, selon ses habitudes de vie. Et notre travail est de conjuguer ces histoires de vie et de faire en sorte que cette conjugaison se fasse bien et puisse durer dans le temps. Tu parlais tout à l'heure des accueillants qui intègrent directement des personnes, 2 ou 3 au sein de leur famille. Comment ça fonctionne simplement au quotidien? Est-ce que les personnes âgées partagent l'intégralité de la vie de la famille? Est-ce que c'est imaginé plutôt comme un emploi avec des personnes âgées qui peuvent, en cas de besoin, appuyer sur une petite télécommande et ils ont la personne qui est directement là? Puis simplement aussi pour les temps de repos, parce que du coup, je suppose que c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, non? Oui, absolument. Alors, comment ça fonctionne? Je pense qu'il faut rappeler que le travail, le métier d'accueillant familial est un métier, est une profession. C'est l'unique occupation professionnelle de cet accueillant. Le conjoint ou l'épouse peut travailler par ailleurs, mais le travail de l'accueillant, c'est celui que je décrivais, un travail d'accueil, de coordination des soins, d'accompagnement, d'animation du quotidien. Donc c'est un travail qui est prenant et qui se vit en effet toute la journée, de toute la semaine. Alors bien évidemment, les nuits, l'accueillant familial travaille. Il peut être appelé, cela peut arriver lorsque malheureusement les nuits sont difficiles et que cela est répété dans le temps. On touche aux limites du dispositif et aux limites de l'accueillant familial qui accueille 3 personnes et qui a nécessairement besoin de repos. Cette thématique du repos de l'accueillant familial, des congés, c'est une des thématiques que l'on a adressées dans les premiers temps, avant même de penser à l'habitation, à la maison, parce que aujourd'hui le dispositif est très mal servi. C'est-à-dire que quand il n'y a pas un acteur comme Monseigneur qui intervient auprès de l'accueillant familial, l'accueillant doit compter sur son environnement amical, familial, son voisinage. Cela rejoindra peut-être après la thématique de la ruralité, pour obtenir un remplacement, prendre ses congés, etc. C'est quelque chose qui est très difficile à mobiliser, et quand on observe aujourd'hui le dispositif de l'accueil familial qui existe depuis 30 ans et qui nous a pas attendu, c'est un des points de blocage, un des freins qui explique pourquoi il n'est pas plus développé dans les territoires. Et est-ce que du coup c'est le but du fonctionnement en hameau d'essayer de faire corps aussi avec d'autres aidants qui sont à proximité et qui peuvent peut-être permettre de laisser un petit peu plus de place au repos individuel? Absolument, en tout cas c'est un des volets et on ne s'arrête surtout pas à cela.
mais avoir pensé le dispositif, le modèle autour de 3 maisons et de 3 accueillants familiaux, c'est évidemment pour permettre de créer des liens d'entraide, une solidarité entre eux, permettre de créer des temps d'animation avec 2 accueillants qui vont s'occuper des 9 personnes accueillies pendant que le 3e peut prendre du temps pour lui, pour se ressourcer, pour tout simplement mener certaines activités ou s'occuper de ses enfants. Mais encore une fois, on ne s'arrête pas à cela. On a bâti une filière de remplaçants qui sont pour une part salariés de Monseigneur et pour une autre qui sont des professionnels, soit profession libérale, soit en intérim, soit jeunes retraités de ces métiers du sanitaire et du social, et qui ont le souhait tous de donner, alors c'est pas tout à fait donner puisque c'est un travail et c'est rémunéré, mais de s'inscrire dans un projet de remplacement qui se fait par exemple 2 jours tous les 2 mois, 1 semaine par semestre, 1 semaine par mois, c'est selon. Et notre travail, c'est de constituer cette filière, de présélectionner bien sûr ces personnes qui rejoignent la filière et d'organiser l'agenda pour les faire correspondre avec les périodes de remplacement de nos accueillants. Ok. Et aujourd'hui, donc tu as 4 ans, je crois, de retour, finalement, 4 ans d'expérience avec ce dispositif-là. D'un point de vue social, est-ce qu'il y a des liens qui se créent, par exemple, entre les enfants qui sont encore dans les familles, les personnes les plus âgées, et comment, en fait, les personnes âgées s'intègrent au sein de ces écosystèmes familiaux? Est-ce que ça devient un petit peu des membres de la famille, ou on conserve quand même ce lien de c'est la personne âgée qui habite en bas, finalement? Il y a une ligne de crête qui est pas évidente et on sensibilise beaucoup les accueillants familiaux avec lesquels on travaille. On leur rappelle que ce sont des professionnels, que c'est leur métier. Néanmoins, il y a des liens évidents qui se créent et c'est tant mieux. Ces liens, c'est très poreux entre la famille et les 3 personnes accueillies, entre les enfants et les personnes accueillies, entre les personnes des différents hameaux et justement entre les habitants du village ou du bourg où se situent les hameaux. On a lancé en 2022 notre première mesure d'impact. On voit des bénéfices à plein de niveaux. Bien sûr au niveau de la sortie de l'isolement, où à peu près 100% des personnes accueillies qui répondent reconnaissent développer des liens bien plus qu'ils n'en avaient à leur domicile. On a des indicateurs qui font ressortir que les habitants âgés ou en situation de handicap sortent davantage, donc il y a d'un côté le lien social, mais qui peut se faire au sein de l'habitation, et des sorties qui se qui traduisent une stimulation du quotidien, un allant retrouvé et qui est très favorable. Tout à l'heure, tu parlais du développement de hameaux. Ça marque, ça donne une certaine image en fait de ces petits villages Monseigneur. Quel est ton lien avec les territoires? Oui, absolument. La ruralité, comme je disais, est une thématique très très importante du projet. On la doit à des convictions personnelles et notamment à tout l'apport de nos 2 associés de la branche immobilière, Franck Dondenas et Cyprien Burtin, qui ont travaillé une grosse partie de leur vie professionnelle autour de cette thématique. Le lien avec l'agriculture, le durable et les nouveaux usages. En cela, ils ont été assez visionnaires puisque le Covid a été une parfaite illustration, en tout cas l'après-Covid, avec ce retour à la terre, ce retour à la ruralité. Et en effet, c'est une partie importante. Notre impact territorial se fait à différents niveaux. D'abord, à un échelon au niveau des relations avec les collectivités territoriales. Les conseils départementaux occupent une place importante puisque c'est eux qui sont chefs de file des politiques sociales et solidarité dans les territoires. Ce sont eux qui accordent ou pas les agréments, l'autorisation à ces professionnels accueillants d'exercer. C'est eux qui opèrent le contrôle dans ces maisons.
Et donc nous avons des liens très très réguliers avec eux. Nous co-construisons la solution et eux ont cette approche du contrôle qui est fondamentale. Nous avons un autre rapport qui me paraît très important auprès des municipalités, auprès des communes périurbaines ou rurales. Un lien très étroit avec les élus, avec les maires de ces municipalités, que ce soit pour la recherche de foncier sur lesquels on va pouvoir s'établir et bâtir nos 3 maisons individuelles sur une même parcelle, un grand jardin de 2000-2500 mètres carrés, avec lesquels on va co-construire la solution là encore et faire en sorte que des liens étroits se développent avec le tissu associatif local, avec les commerçants locaux et avec les professionnels médicaux et paramédicaux. Le cabinet médical, le cabinet infirmier, le cabinet kinésithérapeute et bien sûr le pharmacien qui tient une place très importante. Notre souhait, notre cap, c'est d'amener davantage de cohésion sociale au cœur des territoires et de capitaliser sur tous ces liens d'entraide et de solidarité qui existent. Il me semble qu'il y a un sujet aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est celui du maintien à domicile. Parce que dans les zones rurales, il me semble qu'il y a certaines filières qui s'organisent pour maintenir les personnes à domicile, qu'il n'y ait pas cette rupture que tu évoquais tout à l'heure, avec en fait le mode de vie qui est quand même assez particulier, notamment dans des grandes maisons dans lesquelles on vit depuis 40 ou 50 ans. Le maintien à domicile, c'est une thématique importante puisque c'est le souhait de la plupart des personnes âgées, rester chez elles le plus longtemps possible. Puisque c'est leur souhait, il faut l'écouter, il faut bâtir des solutions qui permettent durablement de les accompagner, y compris dans la perte d'autonomie. Une fois qu'on a dit ça, il faut par contre que l'on soit très concret aussi et qu'on ait en tête un certain nombre de problématiques. Il y a la problématique de l'adaptation des logements qui est à la fois coûteuse et parfois difficilement réalisable. Il y a la problématique liée aux associations et entreprises de maintien à domicile qui font un travail formidable, mais qui, à mon sens, ont complètement oublié pendant des dizaines d'années que s'il fallait apporter un service très important aux personnes, très très qualitatif aux personnes âgées, il faut aussi pouvoir apporter aux professionnels du prendre soin, à ces auxiliaires de vie qui se déplacent, des conditions de travail qui sont décentes. Cette omission ces dernières années a conduit à engendrer pas mal de problématiques, une difficulté dans le recrutement, une difficulté dans la fidélisation. Et aujourd'hui, vieillir à son domicile est difficile et c'est encore plus vrai dans la ruralité pour les raisons que j'évoque. Ce que je trouve hyper intéressant avec le modèle Monseigneur, c'est que en fait, ça force à se réinventer. J'ai l'impression que les personnes qui vieillissent bien, c'est les personnes qui restent pas ancrées dans leurs vieux principes, qui se rendent compte qu'il y a certaines choses qu'elles ne peuvent plus faire, qui parviennent quand même à s'adapter, à faire de nouvelles choses et juste à bien vieillir comme ça. Parce que c'est pas renoncer, c'est juste faire autre chose et développer autre chose. Est-ce que dans les profils qui te contactent, c'est ce type de personnes-là, qui viennent de leur initiative, ou alors est-ce que tu remarques qu'en fait ça peut être des personnes un petit peu de tous horizons, avec des mindsets qui sont assez différents, ou peut-être même à l'initiative de leur famille? Je ne peux pas affirmer que la plupart des personnes qui viennent à nous viennent parfaitement en conscience de cette recherche d'un après. Pas tous. Bien sûr, il y en a beaucoup et c'est tant mieux. Ils viennent parce qu'ils font le constat d'angoisse le soir, le constat d'un isolement. Mais il y a une part importante de personnes qui viennent à nous sur les conseils, soit de prescripteurs, travailleurs sociaux, cadres de santé en établissement, à la suite d'une hospitalisation, infirmiers au domicile, kinésithérapeutes ou autres, ou encore qui viennent à l'initiative des familles, ceux qu'on appelle les proches aidants, qui sont souvent les parents, enfants, conjoints de la personne concernée. Et notre travail commence à partir de là.
à construire le projet avec la personne qui n'est pas nécessairement à l'origine de ce projet-là, pour construire le projet de vie qui va être adapté à ses habitudes de vie, qui vont prendre en compte tous ces critères, toutes ces habitudes, tous ces hobbies, et qui tiennent compte aussi du besoin d'accompagnement. C'est hyper intéressant parce que t'appuies beaucoup sur le côté habitude de vie, mode de vie, et ça marque quelque chose qui me semble hyper important pour bien vieillir, c'est de se dire, bah, ok, on va s'adapter à la personne et on va aussi la faire vivre parce qu'elle aime. Et du coup, pleinement, en fait, c'est pas la personne qui s'intègre dans un modèle qui est préétabli, c'est le modèle qui va s'adapter à la personne parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de modularité et de flexibilité avec seulement 3 personnes pour un aidant. Tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir que tu fasses ce constat-là parce que c'est le cœur de notre projet et sans donner le sentiment de vouloir opposer les solutions parce que toutes se complètent, toutes ont un rôle, mais il est indéniable de considérer que le grand collectif médicalisé, je parle bien sûr de l'EHPAD, encore une fois, qui a sa place et qui a son rôle et qui conviendra à certaines personnes nécessitant cette médicalisation absolument de la prise en charge, le grand collectif n'est pas adapté à la prise en compte individuelle des désirs, des besoins, des habitudes de vie de chacun. Et si on s'est arrêté, nous, avec Alexandre Nicolet, avec Cyprien Burtin et Franck Dondenas et toute l'équipe de 20 personnes aujourd'hui sur ce dispositif de l'accueil familial, c'est que c'est le seul, selon nous, qui permet d'accompagner, dans la durée, de manière sécurisée, avec un contrôle et un accompagnement, avec un professionnel qui est là au quotidien et qui permet d'accompagner de manière individualisée. Seules 3 personnes sont accueillies dans un hameau où il y en a 9, en effet, 9 personnes qui ont fait ce choix-là, 3 professionnels et leurs familles qui sont présents au quotidien, dans des univers qui sont proches de l'univers que l'on connaît. J'ai parlé de la maison, j'ai parlé de la cuisine familiale, le jardin, les animaux de compagnie, les repères sont là, le potager, ce sont des choses très banales presque de la vie du quotidien, mais dont on se coupe totalement quand on fait le choix d'une autre solution de prise en charge. Et je trouve que c'est très résilient comme modèle, parce qu'il y a encore 50, 60 ans, il n'y avait pas d'EHPAD ou peu, enfin le modèle n'était pas aussi développé, et il me semble qu'en fait le modèle que tu développes, ça se rapproche de ces maisons familiales pour le coup, avec 3 ou 4 générations où les plus jeunes vont s'occuper des plus vieux. Il y a une solidarité qui se crée par ce biais-là. Aujourd'hui, on est dans un modèle beaucoup, bien différent. On vit plutôt avec 1 ou 2 générations par enfant. Mais du coup, c'est quelque chose qui permet de recréer ça, mais d'une manière plus adaptée finalement à la société dans laquelle on vit. Ouais, très franchement, on a rien inventé, hein. L'accueil familial, ça fait 30 ans qu'il existe. La solidarité entre les générations sous un même toit, ça a existé pendant de très nombreuses années en France et ça continue d'exister parfois dans la ruralité. Je pense notamment à certains agriculteurs, familles d'agriculteurs qui font ce choix-là, et bien sûr d'autres familles, d'autres corporations. Nous, le point de départ, c'est comment on arrive, malgré l'éclatement familial, géographique, malgré l'éclatement de la famille, malgré la difficulté d'accompagner une personne qui a une perte d'autonomie, comment on arrive sous un même toit à recréer des liens de solidarité entre des générations qui ne sont pas nécessairement de la même famille. C'est le point de départ. Et finalement, nous, notre apport, je vais pas faire de fausse modestie avec Monseigneur, c'est un modèle d'innovation sociale pour permettre de recréer ça. On va bientôt arriver à la fin de ce podcast. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Clément, pour cette année ? Déjà, c'est gentil de me poser la question. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est d'atteindre notre objectif de déploiement territorial, géographique de notre solution au cœur des territoires. Alors, vous en êtes où là et c'est quoi un petit peu les objectifs ? Oui, on a l'objectif d'inaugurer 8 hameaux de 3 maisons, principalement sur le département de l'Ain.
Nous disposons d'un certain nombre de fonciers que l'on dit maîtrisés, c'est-à-dire que l'on a acquis et sur lesquels on a déposé des permis de construire pour faire bâtir notre solution dans les départements du Rhône, de l'Isère, de la Savoie, de l'Ain, de la Loire, de la Haute-Loire, l'Allier et le Puy-de-Dôme. Donc une solution très Auvergne-Rhône-Alpes, un ancrage territorial fort dont on est fier, et puis progressivement de pouvoir développer cette solution dans d'autres régions et de le faire en bonne intelligence, en concertation avec ces collectivités territoriales qui tiennent une place très importante. Et je finirai juste en disant que elle est là aussi notre ambition, c'est de prouver que les partenariats publics-privés, quand on se connaît, on apprend à se connaître, on se comprend, et que les valeurs sont largement partagées, sont génératrices d'impact social dans les territoires. Et globalement, quand on tire dans le même sens, derrière, c'est assez facile de construire des choses ensemble. Absolument. En tout cas, merci beaucoup Clément pour ce petit temps d'échange. C'est chouette aussi de découvrir de nouvelles alternatives à un modèle qu'on pense assez dichotomique. Et voilà, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes parce que c'est un sujet qui nous touche tous à un moment donné dans notre vie, que ce soit pour nous ou pour notre entourage. Donc voilà, merci de ton témoignage. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Corentin, à bientôt.